Donc on a vu aujourd'hui qu'il y avait beaucoup de problèmes pour schématiser et je suis là pour vous apporter des solutions. Enfin, c'est un peu présomptueux de ma part, mais ou des solutions en tout cas qui ont déjà été formulées malheureusement et dont le projet de loi et dont la loi Schiappa n'a pas tenu compte. Donc nous avons vu qu'il y a un déni, c'est-à-dire une absence de volonté politique. Je reviendrai peut-être en conclusion sur d'autres raisons que le déni qui pourrait expliquer cette absence de volonté politique, avec mon point de vue un peu juridique, mais c'est vraiment très intéressant de voir à quel point le déni est un mécanisme de défense puissant, y compris collectif. Donc s'agissant des solutions, alors je vais enfoncer des portes ouvertes, mais ça avait déjà été en plus proposé par le Haut Comité à l'égalité entre les hommes et les femmes depuis déjà 2016, qui avait fait un rapport que je vous invite à aller lire. Très intéressant, il suffit de taper sur Google HCE, Haut Comité à l'égalité, et vous pourrez avoir accès à de nombreux documents. Donc ça a été créé en plus par le gouvernement. Donc le gouvernement a créé un organisme, donc finalement il n'a pas écouté les conclusions. C'est un petit peu paradoxal. Mais en même temps, quand on nous dit, Madame Hélène Romano nous dit ce que lui a confié en coulisses Madame Schiappa, alors on n'est plus vraiment étonné. Donc, pour pouvoir un petit peu vous expliquer les propositions de réforme qui sont proposées par Coup de pouce et d'autres associations, puisque nous avons formé un collectif, c'est-à-dire une fois n'est pas coutume, toutes les associations de protection de l'enfance étaient unanimement d'accord sur le fait que la loi Schiappa était insuffisante et n'avait pas tenu ses promesses. Donc, on a formé un collectif d'associations avec de nombreuses associations. Je vous montrerai la diapo, vous verrez, c'est assez impressionnant. Et puis, mais pour que vous compreniez un petit peu, il faut que je vous donne quelques définitions. Je suis désolée, hein, ça va être un petit peu juridique. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une présomption ? Puisque pour pouvoir parler d'un seuil d'âge, c'est fixer une présomption d'absence de consentement. Et il faut déjà comprendre un petit peu ce qu'est une présomption. Donc je vais vous lire le vocabulaire... Pardon, je ne sais pas bien utiliser ça, je suis très mauvaise en nouvelles technologies, pourtant c'est pas compliqué. Mais oui. Donc une présomption, donc le vocabulaire cornu qui est la Bible ou un des ouvrages de référence chez les juristes. Conséquence que la loi ou le juge tire d'un fait connu à un fait inconnu dont l'existence est rendue vraisemblable par le premier, procédé technique qui entraîne pour celui qui en bénéficie la dispense de prouver le fait inconnu, difficile ou impossible à établir directement, à charge de rapporter la preuve plus facile du fait connu, d'où un déplacement de l'objet de preuve, mais sous réserve, lorsque la présomption est réfragable de la preuve par son adversaire de l'inexistence d'un fait inconnu présumé. Bon, j'arrête là, hein. Vous n'avez rien compris, moi non plus. Voilà. Donc, je vais vous donner une définition plus simple. En fait, on a un fait, la loi tire la conséquence d'un fait connu à un fait inconnu. Donc ça permet de faciliter, ça c'est la charge de la preuve, pardon, c'est moi qui m'emmène les pinceaux, vous voyez. La preuve c'est la démonstration tout simplement, c'est l'existence d'un fait ou d'un acte. Donc ça c'est facile à comprendre, une preuve ce que c'est. Ensuite, preuve, la charge de la preuve, c'est lorsqu'on dit que c'est le fardeau de la preuve pèse sur une des parties au procès. Donc classiquement, au civil c'est le demandeur. Et au pénal, vous le savez, je pense, c'est l'accusation, donc c'est le ministère public. Sauf qu'en pratique, la victime, qui est l'accessoire de l'action publique, donc de l'action du procureur, du ministère public, eh bien, on se doute bien qu'elle ne va pas rester passive. Donc concrètement, il lui appartient de prouver elle-même certains faits, en l'occurrence des faits de viol ou d'agression sexuelle. Et donc tout le problème qu'on a bien développé ce matin avec Pascal sur le problème de la contrainte, c'est que vous avez parfaitement compris que la réponse à la question du colloque, c'est non. Un enfant, il n'est pas consentant et malheureusement, il ne peut pas le prouver. Donc il a la double peine, voire la triple peine, puisque en plus, il perd son procès. Il perd son procès, puisque la charge de la preuve, ça veut dire que celui qui n'arrive pas à établir la démonstration de ce fait, la conséquence, c'est qu'il succombe, il perd son procès. Donc il a subi déjà des agressions sexuelles ou des viols. Il dénonce, bien souvent, il n'est pas entendu, il n'est pas cru, donc il peut aussi, quand c'est dans le cadre intrafamilial, statistiquement, c'est malheureusement le plus fréquent, il va être rejeté par sa famille, donc double peine. Il va ensuite endurer un procès délicat, et on va lui dire « Ah, mais de toute façon, tu vas perdre, puisqu'il y a 1 ou 2% seulement de condamnation. » Donc en fait, finalement, cette impunité, c'est l'effet pervers, c'est que finalement, on va vous dire « Bah oui, essaye toujours, vas-y, porte plainte, de toute façon...
non seulement j'ai des moyens de défense, mais en plus, de toute façon, voilà, tu ne pourras pas prouver que tu étais contraint. C'est un véritable drame. Donc la présomption, l'objectif d'une présomption, c'est de équilibrer un rapport de force qui est inégal. Ça, vous comprenez, je pense, en mots simples, ce que ça veut dire. Une présomption, c'est ça l'intérêt, c'est de rétablir un équilibre. On a bien vu qu'il n'y a absolument aucun équilibre dans ce domaine de protection de l'enfance. Donc, je vous donne un exemple. En matière de harcèlement moral en droit du travail, on va mettre une présomption simple, c'est-à-dire présomption simple, ça veut dire qu'on peut rapporter la preuve contraire. Présomption irréfragable, désolé d'employer des mots indélicats, mais ça veut dire qu'on ne peut pas rapporter la preuve contraire. Ça veut dire que quoi que vous fassiez, de toute façon, vous ne pourrez jamais établir le contraire. Une présomption simple, par exemple, en droit du travail, ça a été rappelé par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 16 mai 2018, la charge de la preuve du harcèlement moral ne repose pas sur le salarié. Donc en fait, il y a une répartition de la preuve, c'est-à-dire le salarié doit dans un premier temps rapporter la preuve de la matérialité des faits qu'il invoque, et donc qui, selon lui, caractérise ce harcèlement moral. Et ensuite, il appartient dans un second temps donc à l'employeur de démontrer le contraire et de dire qu'en fait, les raisons pour lesquelles c'est fait, en fait, il y a ce qui est invoqué comme du harcèlement, en fait, c'était nécessaire à l'intérêt de l'entreprise et que c'était pas harcelant ni discriminant. Donc, vous voyez un petit peu la logique. Donc, en matière d'agression sexuelle, nous, ce qu'on voudrait faire, c'est exactement la même chose si on transpose quelque part, c'est de dire que si jamais il y a une présomption, c'est pas la victime qui perd son procès. C'est-à-dire qu'on va partir du principe que c'est à l'agresseur de prouver que la victime était consentante. On peut aussi partir du principe qu'il y a une présomption donc irréfragable, donc autre possibilité, solution envisageable. Et dans ce cas-là, par exemple, pour un seuil d'âge vraiment très bas, on peut considérer que de toute façon, par définition, il n'y a pas de consentement. Et après, on peut considérer que pour une certaine tranche d'âge, qui est à discuter, mais qui est à débattre, mais de toute façon, nous avons toujours été ouverts au débat. Et le problème, c'est qu'il n'y a même pas un seuil d'âge minimum qui a été posé, ne serait-ce même que 10 ans. Bon, ce n'est pas la position, je vous rassure, de l'association, mais voilà, on pourrait très bien au moins avancer, mais on n'a même pas avancé d'un seul pas avec cette loi, ça n'a fait que compliquer en réalité le travail des juges et encore comme l'a dit Pascal, de remettre entre la main des juges ce qui devrait être posé par la loi. Comme vous l'a dit Pascal, on a plusieurs pays en Europe, des pays démocratiques, des pays qui font partie pour la plupart de la Convention, qui ont adhéré, qui ont ratifié la Convention européenne des droits de l'homme, et la Cour européenne ne les a jamais condamnés. Donc ces pays, il y a... ce seuil d'âge, vous voyez, il peut être variable, on peut en débattre. Mais alors, je ne les connais pas par cœur. Vous voyez, l'Espagne, 12 ans. Angleterre, 13 ans. En Angleterre, c'est depuis 1956, si je ne me trompe pas que ça existe. Vous vous rendez compte? On est en 2019 quand même, et il n'y a rien en France. Au Danemark, 15 ans. En Autriche, 14 ans. En Italie, 14 ans. États-Unis, bon, c'est pas l'Europe, mais c'est quand même un pays démocratique a priori. 12 ans. Voilà. Donc en France, il n'y a que dalle, il n'y a rien. C'est extrêmement choquant, c'est qu'on vienne nous parler ensuite d'avoir, nous, une position modérée quand Pascal est intervenu devant le Sénat, en réponse, enfin, en quoi nos solutions ne sont pas modérées. Nous faisons ici référence de manière parfaitement objective à d'autres États démocratiques. Voilà. Et d'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme n'interdit absolument pas de poser des présomptions. Elle n'interdit pas cela. Elle dit simplement que ces présomptions doivent être posées dans des limites raisonnables. Donc c'est tout à fait envisageable, même en droit pénal, contrairement à ce qui a été, ça c'était les fake news et tout l'enfumage qui a été fait y compris par le gouvernement et certains journalistes à la suite de la loi Schiappa. Je suis désolée de le dire, mais c'est vrai. On ne peut pas dire qu'on a posé un seuil d'âge. Il n'y a absolument pas de seuil d'âge qui a été posé par là, et on ne peut absolument pas soutenir qu'il y a une atteinte à la présomption d'innocence. On peut le soutenir, mais on peut facilement, en tout cas, écarter cet obstacle et cet argument, puisque, comme je vous l'ai démontré, il suffit juste de rééquilibrer, on demande juste de rééquilibrer un petit peu ce fardeau de la preuve, dont il est parfaitement injuste que la victime le porte seule, finalement, surtout une victime mineure. Donc, la présomption d'innocence, ce que je voulais vous dire également, c'est que le Conseil d'État, merci, donc le Conseil d'État, c'est ça. Alors, c'est pareil, ça fait partie de l'enfumage médiatique. On a déformé l'avis rendu par le Conseil d'État. Alors déjà, d'une, pourquoi a-t-on saisi le Conseil d'État en procédure? Parce qu'on était en procédure accélérée, parce que le gouvernement a voulu faire passer cette loi un petit peu en catimini.
Donc, on a saisi de manière rapide le Conseil d'État pour un avis. Je rappelle que cet avis est purement consultatif, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'effet normatif, il ne lie absolument pas le législateur. Donc après, c'était un petit peu pour pouvoir s'en prévaloir et dire attendez, le Conseil d'État, il a dit que non, on ne pouvait pas poser de seuil d'âge. Ce n'est pas tout à fait ce qui a été dit par le Conseil d'État. Déjà, le Conseil d'État, je vous lis le considérant 21, la première phrase, parce que je ne vais pas vous lire tout le... Ça fait que plusieurs pages et ça n'est pas intéressant pour vous. Le projet de loi n'établit pas directement, comme cela avait été évoqué dans les déclarations publiques, une présomption de culpabilité. Donc, c'est le Conseil d'État qui le dit lui-même. Et en réalité, les obstacles, on va dire juridiques, qui s'opposeraient à ce qu'on fixe un seuil d'âge ne relèvent pas vraiment de la présomption, ne sont pas réellement une atteinte à la présomption d'innocence, mais ça relève plutôt du problème de l'élément intentionnel de l'infraction. En tout cas, le seul obstacle sérieux, mais qui n'est pas insurmontable. Attention, c'est pas insurmontable. Il suffit de rédiger la loi de manière suffisamment fine pour que cet élément intentionnel puisse être rapporté, parce qu'en fait, quand il y a une infraction, je pense que la plupart de vous le savent, il y a un élément matériel et un élément intentionnel. Donc si on part du principe, dans l'élément matériel, eh bien, là, il y a la matérialité de l'acte, l'acte de pénétration par exemple dans un viol, et l'autre élément matériel, c'est qu'il faut qu'il y ait contrainte, menace, violence ou surprise. Ça, on en a parlé tout à l'heure. Or, si on part du principe qu'un enfant n'est pas consentant, il n'y a plus besoin de démontrer la contrainte. Par contre, reste à démontrer la matérialité de la relation ou de l'acte et l'élément intentionnel de l'infraction. Or, l'élément intentionnel, ça va constituer, en l'espèce, ça va être de rapporter la preuve que l'auteur connaissait l'âge de la victime ou qu'il ne pouvait pas l'ignorer. Donc ça, là-dessus, on peut tout à fait discuter, et c'est plus là-dessus qu'il y aurait éventuellement un problème, mais ce n'est pas insurmontable, il suffit d'être suffisamment fin dans la rédaction de la loi. Donc, je vais avancer. S'agissant donc nous en coup de pouce en tant qu'association, nous avons longuement débattu au sein du CA pour proposer une solution, et nous avons considéré que d'abord, en dessous de 13 ans, il y a une présomption irréfragable, donc d'absence de consentement. Donc c'est-à-dire en dessous de 13 ans, il n'y a pas de débat possible, on ne peut pas être consentant. Voilà. Et ensuite, nous avons considéré qu'il y avait effectivement un âge pour lequel peut-être il pouvait y avoir un débat. Débat, ça veut dire qu'on peut rapporter la preuve contraire, que l'enfant ou l'adolescent, le jeune adolescent n'était pas consentant, c'est entre 13 et 15 ans. Donc entre 13 et 15 ans, si je ne me trompe pas, c'était la solution proposée par l'association d'une présomption simple, dont on peut rapporter la preuve contraire. Oui, je vais aller plus vite. S'agissant donc de ce collectif des associations, comme je vous le disais, c'est bien quasiment la première fois que toutes les associations sont unies sur ce point. Et donc nous avons créé un collectif qui va justement proposer une infraction spécifique pour les mineurs de moins de 15 ans, et on organisera ce collectif, un colloque sera organisé au mois d'octobre prochain à la faculté d'Assas. Donc pour l'instant, on a juste une note de rédaction de ce collectif, on va avancer dans le courant de l'automne. En conclusion, on parlait de déni, de ce mécanisme de déni, par exemple, qui était très puissant. Il y a des raisons aussi pratiques, c'est-à-dire que si on met en place une réforme en fixant un seuil d'âge, il est bien évident qu'il y aura au moins plus de poursuites et probablement aussi plus de condamnations. Mais le problème, c'est qu'on est plutôt dans l'ère du temps de désengorger les tribunaux, de désengorger les cours d'assises, etc. Donc ça n'arrange pas le gouvernement, puisque derrière, il faudrait mettre des moyens considérables pour un petit peu réformer tout ça et puis pouvoir s'adapter à des nouvelles poursuites devant une cour d'assises, devant les cours d'assises. Donc c'est un petit peu un obstacle matériel, pratique, à cette réforme. Et puis la volonté politique, en dehors du déni, oui, effectivement, si on est convaincu que, comme dit Madame Schiappa, à 10 ans, on peut être consentant, et qu'on tient des doubles discours, ça me paraît difficile d'avancer dans les réformes. Et j'espère vraiment que ce colloque et puis toutes les associations qui se battent en ce sens, on fera évoluer la loi enfin. Il ne faut pas baisser les bras. C'est un long combat, mais il ne faut pas baisser les bras. On a quand même avancé, même si on est encore un petit peu au Moyen-Âge
pour cette histoire de consentement, par exemple. Mais voilà, il faut tenir le coup et nous allons tous nous battre dans ce sens. Je vous remercie.